Les causes, on ne les connaît pas vraiment. En fait, on a des suspects. En gros, comme vous l'avez très bien expliqué, le visage pour se fermer, c'est 5 bourgeons qui se rencontrent et qui fusionnent. Et pour faire 3 kg de bébé, il faut 6 kg de cellules. Donc on a des mécanismes de mort cellulaire programmés qui permettent la bourgeon de ces fusions. Et c'est en général par des défauts de mort cellulaire qu'on a des fentes. Il peut aussi y avoir des défauts de fusion par hypoplasie des bourgeons, ça veut dire des petits bourgeons qui ne se rencontrent pas, mais c'est beaucoup plus rare. Et quand on n'a pas ces maladies génétiques, qu'est-ce qui peut expliquer? C'est les virus? C'est une Alors, il y a des causes, effectivement. Disons que la plupart des formes, ce sont des formes sporadiques. Ça veut dire qu'ils arrivent par le hasard, par le fait du hasard. C'est un petit défaut de fabrication qui arrive quand même dans 1 pour 1000 naissances. Dans 20% des cas, il y a des formes familiales. Et pour le cas de Samuel, c'est une forme, on dit autosomique dominante, c'est-à-dire comme ils ont un Van der Wood, ça se transmet de fait de la mère à l'enfant. Donc le risque, il est de 100%. Quasiment, voilà, 100%. Et donc ça c'est parce qu'il a les petites fistules qu'on peut le dire. Voilà. Sinon dans les autres formes il y a certains médicaments qui peuvent être associés à des fentes. C'est pour ça aussi qu'on donne la supplémentation en vitamine B12, en acide folique. Certains médicaments comme les barbituriques peuvent donner des fentes, mais c'est plutôt des fentes palatines. Donc les fentes labiales en général ce sont des causes donc inconnues. Voilà. Juste pour illustrer ce que vous disiez sur la mort cellulaire, qui étonne toujours, 6 kg de cellules pour 3 kg d'enfants, c'est pour ça qu'on a les doigts séparés. C'est-à-dire qu'au départ on a les doigts palmés, hein, c'est comme une mouffe, et puis finalement il y a une mort cellulaire entre les doigts qui fait qu'ils se séparent. Alors c'est exactement les mêmes processus qui séparent les doigts et qui fusionnent les bourgeons faciaux. On connaît des gènes, des gènes associés aux fentes dans certaines familles, mais il n'y a pas un gène de la fente. Et c'est vrai que ce mécanisme de mort cellulaire reste encore à explorer. Julien demande à quel stade de la grossesse on peut diagnostiquer un bec de lièvre? Assez tôt finalement, puisque c'est une anomalie de développement qui survient à 40 jours, dans les 40e jours au moment de la morphogénèse de la phase, donc la fusion des bourgeons. Et la première échographie pourrait théoriquement déceler cette anomalie. Alors 13 semaines, c'est la première échographie. En général, 22 semaines, c'est l'échographie morphologique où on accède vraiment au bébé, où on peut faire une échographie tridimensionnelle et qui donne vraiment une image du futur bébé à ses parents. Et ça a un intérêt de dépister pendant la grossesse? L'intérêt, il est majeur pour moi parce que je trouve, quand on a un dépistage anténatal, on reçoit rapidement les parents en consultation anténatale pour les préparer lorsque c'est pas du tout une forme familiale. Alors là, c'est quand même assez terrible pour eux la nouvelle. Pour les préparer, pour leur expliquer les possibilités de reconstruction, leur donner une date opératoire en sortant de la consultation. Alors on va en parler bien sûr de cette reconstruction. Comment se fait l'alimentation du bébé avant les interventions chirurgicales? Parce que quand on voit, bon, il y a la fente, déjà pour le biberon c'est pas pratique, mais quand il y a le palais qui est fendu, il y a des risques de remontée de toute l'alimentation par le nez. Alors quand ils ont une petite fente labiale comme vous avez pu montrer, ce sont des bébés qui peuvent tout à fait être alimentés au sein. Le sein, quand il n'y a pas de fente palatine, est facile et on recommande le sein aux mamans si elles le souhaitent. Lorsqu'il y a une fente palatine associée, c'est vrai qu'il faudra un contre-appui pour pouvoir, en fait, il faut placer la tétine ou le sein, un gros sein, dans la bouche qui se sert du contre-appui du palais qui reste pour boucher l'orifice et que le lait soit bien tiré. Donc quand il y a une fente palatine, on recommande plutôt le biberon. La tétine classique, vitesse 2, bien mise sur le palais qui est encore un peu osseux. Pour boucher, voilà, pour boucher. Et puis avec ce contre-appui, il n'y a pas de passage par le nez. C'est la toute première opération pour Samuel. Le petit garçon présente une fente labiale, maxillaire et palatine très large qu'il faut prendre en charge le plus tôt possible. Nous commençons aujourd'hui par l'intervention de fermeture de la lèvre pour avoir un aspect esthétique rapide, ce qui est confortable pour la famille. Et le palais sera fermé vers l'âge de 7-8 mois quand le bébé aura 8 kg, puisque c'est vers l'âge de 8 mois que l'enfant utilise son voile, qui est le muscle qui sert à parler et que nous reconstruisons à l'âge de 8 mois. Avant de commencer quoi que ce soit, le chirurgien mesure la largeur de la fente. Puis, il reproduit le dessin de la lèvre. Ce modèle qui semble très sommaire est en réalité très précis et servira pendant toute l'intervention. Ça, c'est la lèvre. Et ça, donc, ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a ça qui est fait. Et ça, c'est ce qui reste à faire, on va dire. Et on va ramener de la peau et de la lèvre rouge depuis l'extérieur pour compléter ce qui nous manque. Il faut quand même être très précis. Parce que 1 mm de décalage à l'âge de 2 mois, ça devient 3 mm à l'âge de 6 mois. Une fois le dessin terminé, il est temps d'inciser. Les excédents de tissu sont ainsi enlevés. Le chirurgien s'attaque ensuite à la cloison du nez qu'il faut repositionner. C'est une étape nécessaire avant de fermer la fosse nasale. Voilà, on a une étanchéité de la fosse nasale, elle est refermée. Et la narine gauche est à une hauteur convenable par rapport à la narine droite. Donc maintenant, je vais fermer la gencive.
La gencive terminée, le chirurgien peut reconstruire la lèvre supérieure. Donc je mets en correspondance les différents points que j'ai préparés lors de mon dessin. Je prends la lèvre dans son ensemble, le muscle de la lèvre. Lui, il a une direction plutôt horizontale et je vais l'accrocher de l'autre côté. Donc vous voyez que ça mobilise toute la joue quand même tout ça. Maintenant, on va rétablir la continuité entre les deux lèvres, entre la droite et la gauche, en remettant nos points de bâti comme on avait dessiné. C'est le point en fait qui finit d'apporter le triangle à la lèvre. C'est le point, voilà, ce triangle-là a été amené en dessous de ce qu'on avait, ce que la nature nous avait donné. Ce dernier point, extrêmement délicat, signifie que l'opération est terminée et donne déjà une bonne idée du résultat. Samuel devra porter des manchettes pendant 4 jours pour garder ses bras tendus et l'empêcher de porter ses mains au visage parce que le pansement sera retiré demain matin. Et donc demain matin, les parents verront le résultat. Ils auront simplement des petits soins locaux à faire, laver le visage du bébé comme d'habitude, à l'eau et au savon, pendant 8 jours. Samuel sera nourri avec une seringue pour éviter que le biberon ne tire sur la cicatrice. Cicatrice qui sera tout de même contrôlée par le chirurgien dans 1 semaine. C'est l'avantage de le faire précocement. On a comme des tissus embryonnaires presque à la naissance. Et on a une cicatrice d'autant plus belle qu'on fait l'intervention tôt. On attend quand même que l'enfant soit un peu rentré chez lui, qu'il ait retrouvé un équilibre alimentaire et on l'opère vers 1 mois. Samuel a été opéré un peu plus tard. Le papa est parti le promener là parce qu'il pleurait. Il va être réopéré quand, Samuel? Alors, lorsqu'il aura 8 mois pour le palais et le voile. La fermeture en un temps de la fente palato-vélaire. 8 mois, pourquoi? Parce que c'est la période d'acquisition du langage et le voile, c'est le muscle qui sert à parler. Donc on veut l'opérer pour lui donner un muscle fonctionnel avant l'éclosion du langage. Et 8 mois aussi, pourquoi on attend jusqu'à 8 mois? C'est parce qu'après, pour protéger nos sutures, il faudrait que le bébé soit capable de manger à la cuillère et de boire au canard, pas de biberon. Parce que ça peut tirer sur les fibres. Le soir de l'opération, le bébé est alimenté normalement. Donc il sera alimenté à la cuillère. Otite, problème de mastication, kyste à la base du nez, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence? Alors les otites, on en parle effectivement, notamment quand ils ont des fentes palatines, parce qu'en fait le palais est constitué de muscles qui s'accrochent près des trompes d'Eustache. Et il arrive qu'on associe une augmentation des otites séreuses, c'est-à-dire de l'eau dans les oreilles, un peu plus fréquente avec le voile. Mais on dit aussi que c'est parce qu'on regarde plus les oreilles de ces enfants qu'on trouve plus d'otites séreuses. Oui. Voilà, donc ce sont des enfants qui sont à surveiller et on les surveille particulièrement avec l'orthophonie, etc., puisqu'on va surveiller leur évolution au niveau du langage. Et s'ils ont un petit retard de langage, on examinera les oreilles. Ensuite, ça c'est vraiment la seule anomalie, l'alignement des dents en fonction de l'importance de la fente, si elle concerne aussi la gencive. Effectivement, on va l'anticiper, on va voir l'orthodontiste. On est dans une unité finalement où il y a l'orthodontiste, l'orthophoniste, le chirurgien, etc. Si on nous a parlé de 25 ans, c'est plus un enfant. Il est suivi autant qu'il le souhaite. On essaye de faire le minimum d'interventions. On va dire la première intervention de la lèvre à 1 mois, la deuxième à 8 mois, et après c'est terminé. Après il peut y avoir des petites retouches, des petites choses à faire qu'on peut envisager, retouches esthétiques ou fonctionnelles, s'il y a un petit passage entre le nez et la bouche. Donc ça on le fait en général avant qu'il rentre à l'école. Une petite retouche sur la lèvre avant qu'il rentre à l'école au CP. Et le nez en revanche, on attend qu'il soit adolescent pour avoir un nez d'adulte dans un visage d'adulte avant d'aller l'opérer. Voilà. On nous parle de suivi psychologique de l'enfant, mais juste Sandrine, pour vous, je n'allais pas dire que c'était facile, mais enfin vous avez déjà eu cette malformation, vous savez de quoi il s'agit. Pour votre mari, ça s'est passé comment? Mais écoutez, c'est vrai que mon histoire, il connaît mon histoire, donc quand nous sommes rencontrés, effectivement, je dirais qu'il a pris le pack par moi, dans le sens où voilà, il connaissait. Mais donc ça a peut-être pu être plus facile pour lui que pour un autre père. Mais oui, parce que voilà, du fait que mon histoire, on s'est rencontrés, il connaissait mon histoire, donc d'entrée de jeu, les cartes étaient là, et donc il m'a pris avec mon histoire, voilà. Donc on va répondre à cette question. Est-ce qu'un suivi psychologique de l'enfant est nécessaire? Est-ce que c'est habituel? Il n'est pas nécessaire, il est possible si on sent que l'enfant n'est pas bien, etc. Souvent ce sont la psychomotricité, des choses comme ça qui sont proposées, un peu comme tous les enfants qui ne se sentent pas forcément très bien. On fait en sorte que l'enfant soit le plus pris en charge normal possible. Il va chez l'orthophoniste comme beaucoup d'enfants vont chez l'orthophoniste, il va faire un peu de psychomotricité comme beaucoup d'enfants font de psychomotricité. S'il y a une souffrance psychologique, bien sûr qu'on propose un soutien psychologique, pas seulement à l'enfant mais aussi aux parents, parce que c'est vraiment une prise en charge globale de la famille. L'élocution peut-elle être gênée par une fente labiopalatine, même après le recours à la chirurgie?
Bien Caroline. sûr, c'est possible qu'il y ait des petits défauts de phonation. C'est-à-dire que l'enfant, en fait, au début, il a un voile qui est fendu, qui est ouvert pendant 8 mois de sa vie. Après, on va lui fermer, il va apprendre à parler. On le fait le plus tôt possible pour que le cerveau il soit coordonné avec ce muscle. Il peut y avoir des voiles un petit peu courts ou des voiles qui ne sont pas assez musclés. Ça peut tenir aussi simplement de l'anatomie du bébé. Dans certaines formes, ils ont des muscles très grêles, très fins, qui font qu'ils ont un petit peu de mal à avoir une musculature efficace pour contenir l'air qui pourrait passer par le nez et vous donner une voix nasonnée. Donc ça, c'est le travail des orthophonistes. Il peut y avoir besoin parfois exceptionnellement d'une petite retouche chirurgicale quand ils en ont fini avec l'orthophonie. Moreau nous dit, j'ai 23 ans, une fente. Mon chirurgien me dit de me faire tatouer pour cacher la cicatrice. Qu'en pensez-vous? Alors c'est une solution que je propose parfois aussi. Je considère que le raffinement esthétique est tout à fait offert aux patients qui ont eu une malformation congénitale, pourquoi pas. Et parfois, avec la chirurgie, on pourrait risquer de rajouter une cicatrice supplémentaire qui ne serait pas forcément plus jolie qu'un tatouage esthétique. En général, moi, je le propose plutôt aux jeunes filles qu'aux garçons. Mais c'est vrai que si c'est bien fait, ça peut donner un résultat satisfaisant, sans opération, sans cicatrice. C'est quand même une possibilité à envisager. Cécile pose une question qui est importante. Pendant le diagnostic prénatal, quand préconise-t-on une IMG, donc une interruption médicale de grossesse, pour une fente labiopalatine? Alors en France, on ne pratique pas l'IMG pour la fente, sauf en cas de détresse, d'une grande détresse de la maman, et qu'on n'arrive pas à gérer. C'est-à-dire qu'on va l'emmener vers un psychologue, un psychiatre, pour discuter, essayer de voir ça. Et si vraiment on n'arrive pas du tout à gérer la maman, on sent qu'elle est dans une très grande détresse, eh ben, effectivement, on accepte de discuter d'une IMG. Mais comme c'est quand même une malformation qui n'engage pas le pronostic intellectuel de l'enfant, il n'y a pas de raison, et qu'il y a des solutions quand même de reconstruction qui sont quand même assez avec des bons résultats, on ne propose pas l'IMG. Mais ça n'est jamais associé à d'autres malformations qui, elles, pourraient être vitales? Alors, tout à fait, vous avez raison. Là, nous parlons des fentes isolées. Mais il y a bien sûr des fentes associées. Et c'est ça l'enjeu du diagnostic anténatal, c'est de dépister d'autres anomalies cardiaques, des membres, qui, elles, pourraient... Alors, si on se retrouve dans une fente associée, c'est syndromique, c'est une fente syndromique, c'est pas du tout la même discussion. J'ai 22 ans, je suis né avec une fente labiopalatine. Existe-t-il une opération aujourd'hui pour avoir des dents droites? Joanne, alors on a vu que vous avez eu des traitements, beaucoup de traitements orthodontiques, mais est-ce qu'on a des... Les dents droites, bon, moi je dirais l'orthodontie, pourquoi pas. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par droite ou pas droite. Il y a l'orthodontie et la chirurgie orthognatique qui est quand même, finalement avec les progrès d'orthodontie, on y a de moins en moins recours, c'est-à-dire le fait de remettre le couvercle sur la boîte. Ouais. Donc les progrès de l'orthodontie quand même sont assez remarquables et c'est d'autant plus efficace que c'est pris tôt. On commence les premiers appareils à 4 ans et demi, 5 ans, on accompagne la croissance de l'enfant et c'est vrai que quand ils ont 15-16 ans, finalement ça relève de l'exception de faire de la chirurgie de la mâchoire. Gaël s'inquiète, il demande s'il est possible que la fente se rouvre quelques années après l'opération. Non, heureusement que non. Les fils ne lâchent pas. Ça arrive exceptionnellement, juste dans les suites. Eh ben, voilà. Ça arrive exceptionnellement qu'il y ait un point qui saute. Je me souviens d'un enfant qui était au sein de sa maman. Le résultat était très joli, on était tous contents. Et puis, il frottait tellement son visage contre le sein de sa maman que je l'ai revu la semaine d'après, tous les points avaient lâché. Et ben voilà, je l'ai repris. Pas se frotter. Voilà.